Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouveau live métier My Future. Alors je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Marion et je serai un petit peu votre hôte, votre animatrice pendant tout ce live qu'on va passer ensemble. Bien sûr, évidemment, je ne serai pas toute seule, je serai en compagnie de Sébastien qui travaille dans le BTP, qui va nous parler un peu de son métier, de son quotidien, de son parcours. Donc j'ai hâte de découvrir ça. En plus, on a une toute nouvelle présentation mise en forme. Enfin bref, voilà, c'est que du bonheur, ça va être super intéressant. Voilà, donc les live métiers, vous connaissez le concept. Comme je vous l'ai dit, on découvre un peu le parcours et le quotidien de différents professionnels qui viennent nous parler. Mais évidemment, c'est plus fun si vous interagissez avec nous. Alors vraiment, n'hésitez pas, vous avez le chat à votre disposition si vous voulez poser des questions, faire des réflexions. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, que vous n'avez pas entendues, eh bien, n'hésitez pas à aller vous diriger vers le chat pour nous faire part de comment vous vous sentez, de ce que vous pensez ou de questions que vous avez à poser. En tout cas, on va pouvoir commencer. J'ai le plaisir d'accueillir Sébastien. Salut Sébastien. Salut, bonjour. Comment tu vas? Comment tu te sens? Écoute, ça va. Je rentre de vacances, donc du coup, je suis en forme et je suis prêt, je suis d'attaque. Ah bah c'est parfait, ça c'est une très très bonne nouvelle. Sébastien, est-ce que tu peux nous dire un petit peu déjà l'intitulé de ton poste, dans quel secteur tu travailles, pour quelle entreprise? Alors du coup, moi, je suis conducteur travaux dans le bâtiment. Je travaille pour l'entreprise Tradière Construction. Donc du coup, le secteur donc dans le bâtiment, le secteur que j'effectue. Donc je suis là en ce moment, je suis dans les logements. Avant, j'avais fait autre chose que des logements. J'avais fait des crèches, donc des crèches, des bâtiments pour des entreprises, tout ça. Mais en ce moment, voilà, moi, je suis dans le logement Ok. depuis 6 mois. Ok, ah 6 mois, ah ouais, c'est assez récent en fait du coup. C'est ça. Ok, bon bah écoute, j'ai hâte d'en découvrir un petit peu plus. On va aller regarder le quotidien, les tâches que tu es amené à faire, à gérer le plus souvent. Donc on va aller regarder ça tout de suite. Donc en quoi consiste ton métier? Alors, on a des Du superbes photos d'illustration que tu nous as fait parvenir. Tu pourras nous expliquer aussi de quoi il s'agit, bien sûr. Donc, un premier aspect de ton métier, c'est tout simplement la gestion. Donc, la gestion du chantier au niveau financier. Et tu nous as dit aussi les situations des sous-traitants. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu déjà ce que c'est qu'un sous-traitant et quel genre de situation tu es amené à gérer? Alors du coup déjà un sous-traitant donc quand on va réaliser donc là pour la petite anecdote la photo donc c'est la photo du chantier dans lequel je suis actuellement là actuellement je suis au rez-de-chaussée. Ok, Donc du coup donc un sous-traitant qu'est-ce que c'est nous en tant qu'entreprise générale donc c'est-à-dire qu'on va réaliser le bâtiment de A à Z, on va prendre donc tous les lots plomberie électricité placo tout ça. Et en ok, fait, nous dans l'entreprise, on va surtout, nous, on s'est occupé du béton, on va dire en production propre, c'est-à-dire avec les personnes de notre entreprise. Et après, le reste du bâtiment, donc on va le sous-traiter à d'autres entreprises, c'est-à-dire qu'en fait, on va prendre une entreprise qui va travailler pour nous ok. et en fait, qui elle est spécialisée. Par exemple, on va prendre un plombier, donc et on va lui donner tout le lot. En fait, c'est séparé par lot un bâtiment. Il y a le lot électricité, le lot plomberie, le lot, voilà. Et en fait, du coup, le plombier, on va lui donner, on va lui missionner le lot plomberie. Et du coup, c'est lui qui va s'en occuper, c'est lui qui va faire ses plans. Et en fait, lui, il nous rend des comptes et nous, on s'occupe de la liaison, on va dire, avec le Ok, client. Et c'est lui qui va réaliser ces tâches-là. Et nous, on est là pour surveiller, pour voir si tout se passe bien, et pour gérer la coordination avec, par exemple, l'électricien, avec le placo, tout ça. Donc, du coup, donc on va missionner des sous-traitants qui travaillent avec nous. Et donc, du coup, quand je parle de gestion de chantier, donc la gestion de chantier, il faut savoir qu'un chantier, c'est comme si notre patron nous donnait un compte en banque et qui nous ok, disait, voilà, il y a tant sur ce compte-là et avec cet argent-là, il faut me sortir tel bâtiment. Et du coup, nous, avec ça, en d'accord. fait, donc on va séparer un peu tout ce portefeuille-là avec les différents sous-traitants. Voilà, on le donne tant à celui-là pour réaliser telle tâche. Ça a été compté avant.
Et ensuite, du coup, moi, avec ça, tous les mois, je vais faire une gestion. Et cette gestion-là va me permettre un peu, comme si on suivait notre compte en banque, de suivre ben, mon compte pour qu'à la fin, le but, je sois dans le positif ou que j'arrive à zéro ou bah, que je sois dans le négatif. Après, tout va dépendre de ce qui a pu arriver sur le chantier, de base, ce qui avait été négocié avec le client aussi, parce qu'il faut pas croire qu'on prend toujours des chantiers à gain. Il y a aussi des chantiers à perte qui sont pris, mais pour pouvoir en prendre, par exemple, trois autres à gain, donc voilà en gros à quoi ça consiste la gestion et du coup ce qu'est un sous-traitant. Ok, et bah, explication très claire, limpide vraiment. Est-ce que tu peux juste nous dire, bon, on se doute, mais un chantier à gain, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est un chantier où vous allez On va gagner de faire de l'argent à l'argent. la fin. Non, Ok, en gros, un chantier à gain, c'est un chantier où à la fin, on aura, donc on va dire qu'on va finir en positif. En fait, sur un chantier, quand on le démarre, on a une marge. Et cette marge-là, par exemple, on va dire on l'a vendu tant au client, alors que de base, bah, nous, ça va nous coûter un peu moins cher. De toute façon, il faut bien gagner son argent. Donc, nous, on le vend tant, et au final, par exemple, on va dire sur un chantier à 6 millions, on le vend donc 6 millions 5, et nous, normalement, ça va nous coûter 6 millions. Donc, du coup, on a une marge de 500 000 euros. Et le but, c'est donc de garder cette marge-là du début à la fin, de pas gratter dessus ou de gratter dessus le moins possible. Nous, on a cet objectif-là, donc ça, c'est un chantier à gain. Après, il y a des chantiers où le but, c'est d'arriver à zéro. Voilà, donc c'est un chantier en fait qui va faire tourner la société et que en fait même avec donc les frais que nous donc mes frais à moi on va dire ce que moi je vais coûter, ce que les ouvriers vont coûter, le but c'est d'arriver à zéro. Et après il y a des chantiers des fois qui sont pris à perte par des entreprises, donc on sait qu'on va par exemple perdre 1 million sur ce chantier-là. Mais par contre, on a négocié avec le client qui nous donnait trois autres chantiers et sur les trois autres chantiers, on gagne par exemple 700 000 sur chacun des chantiers. Donc au final, on va être en positif à la fin. Mais on va ok. peut-être faire un chantier, on va être dans le négatif et trois autres, on va être largement dans le positif. Ok, d'accord. Moi, c'est clair. Ok. Il faut qu'on appréhende quand même le fonctionnement de tout ça, mais c'est clarifié. Merci beaucoup, Sébastien. Alors, on a déjà des questions hein, qui ont commencé à arriver. Alors, on a une première question qui nous demande bah, comment on choisit les entreprises qui sous-traitent. Alors du coup, quand on les choisit, donc ce qui se passe, c'est qu'on fait une sorte d'appel d'offres où en fait on va, moi par exemple, ce que je fais, c'est je vais soit trouver sur Internet, soit par le biais de collègues qui connaissent par exemple un plombier. Et en fait, moi, je vais envoyer un dossier. Donc en fait, dans ce dossier-là, je vais avoir par exemple les quantités sur chantier, parce que ça a été vu avant en étude, en fait, toutes les quantités dont on va avoir besoin. Je vais envoyer les quantités, les plans et les Mhm. pièces écrites avec du coup on va dire la loi, les normes sur chantier qui sont demandées. Et en fait, ça, je vais l'envoyer par exemple à quatre plombiers différents. Je garde la plomberie en exemple. Donc, par exemple, je vais l'envoyer à quatre plombiers différents. Et après, les quatre vont me renvoyer leur devis, du coup, avec leur offre de prix. Ok. Et puis moi, après, là-dessus, donc ils vont pas tous être au même prix. Et moi, après, j'ai mon budget en face. Donc, j'ai mon budget dans mon portefeuille qui est en face. Et mon but, c'est de me rapprocher de ce budget-là ou d'être en dessous. Ou alors, si je suis au-dessus de ce budget-là, le but, c'est que, par exemple, l'électricien, bah, je sois plus bas pour compenser. À la fin, en fait, c'est une balance, mon portefeuille. Ok. Donc, du Mais coup, qu'est-ce que je veux voilà. dire toi, tu prends tes décisions par rapport seulement au prix sur les devis ou la qualité du travail, c'est aussi un élément qui rentre en compte Justement, ouais. Par exemple, si je connais pas la personne, bah, c'est un peu au petit bonheur la chance où je me dis, on va voir s'ils sont sérieux ou pas. Mhm. Et après, bah, par exemple, quand c'est des collègues qu'on fait plusieurs chantiers avec eux ou que moi, par exemple, je le connais déjà, j'ai fait plusieurs chantiers avec eux. Par exemple, même s'il est un petit peu plus cher, je sais qu'à la fin, j'aurai quelque chose de bien. Alors que des fois, prendre quelqu'un qui va être, imaginons, 10 000 euros moins cher, et ben à la fin, il va peut-être me faire un travail complètement bâclé et je vais devoir prendre une autre personne qui, elle, va me coûter Ouais. 20 000 euros et à la fin, j'aurais perdu 10 000 euros alors que l'autre, peut-être qui était 5 000 euros plus cher, il m'aurait fait nickel. Et du coup, bah, au final, j'aurais pas perdu d'argent. Donc ça va vraiment dépendre aussi de si je le connais ou pas. Ok, d'accord. Ok, bon, tout un tas de paramètres à prendre en compte. Du coup, on va C'est voir ça. un deuxième aspect, donc très important, qui, bon, on s'en rend compte là avec tout ce que tu nous expliques, mais tu vas encore plus nous détailler cet aspect-là, le fait de dialoguer, d'ouvrir le dialogue, de rester professionnel et cordial. Avec quel
type d'interlocuteur tu es amené à dialoguer? Alors moi, du coup, sur chantier, je vais avoir donc mon client. Je vais Mhm. avoir donc des personnes qui, on va dire, tournent autour du client. Donc le client, on l'appelle la maîtrise d'ouvrage. Avec lui, il va avoir des personnes qui vont l'aider, qu'on peut appeler du coup les maîtrises d'œuvre d'exécution, tout ça. Avec les architectes aussi, en fait, toutes ces personnes-là, architectes, maîtrises d'œuvre, les bureaux de contrôle, donc qui viennent vérifier si tout est bien fait, les coordinateurs sécurité, tout ça, en fait, ils sont avec le client, on va dire, ils ne travaillent pas pour nous. Donc du coup, moi, je suis amené à discuter avec toutes ces personnes-là. Après, bah, avec donc mes directeurs, tout ça, donc au sein de mon entreprise, avec les entreprises aussi qui sont sur place, donc les patrons d'entreprise ou les commerciaux qui viennent négocier avec moi, les ouvriers après sur chantier, et après il y a aussi les riverains de temps en temps. On n'aime pas trop, mais des fois on a besoin d'échanger avec les riverains, soit pour les rassurer, soit bah pour leur faire comprendre qu'on est sur un chantier et qu'on n'est pas enfin, sur un endroit tout public. Ok. Ou parce que des fois, des gens se permettent de rentrer, voilà, bonjour, Ah je viens oui, visiter. Non, ça marche pas comme ça. Voilà. ça Donc, arrive souvent, ça? bah, ça m'arrive encore aujourd'hui. Une personne qui voulait à Lidl et qui rentre sur mon chantier, je sais pas pourquoi. Donc, voilà. Il y a D'accord. des fois, on croise de tout. Et Ok. du coup, voilà, je suis amené à discuter avec beaucoup de personnes. Après, c'est pas le même type de dialogue en fonction bah, quand c'est un client, je vais être beaucoup plus retenu, on va dire, voilà, on va dire plus soutenu, retenu. Quand je vais être avec les ouvriers, je vais pas être pareil. Quand je vais être avec les Ouais. passants, je vais pas être pareil. Avec mes directeurs non plus. Donc après, il y a une façon de s'exprimer avec chacun. Ça dépend de comment on va être à l'aise. Et puis, faut réussir à mettre aussi à l'aise les gens en fonction de qui on a en face. On va pas mettre à l'aise un client de la même façon qu'on va mettre à l'aise par exemple, un ouvrier. Ok. Sur ça. Alors juste dans le chat, on nous demande c'est quoi des riverains? Alors les riverains, ce sont les personnes bah, qui passent dans la rue en fait, tout simplement, des gens du quotidien comme vous et moi qui se baladent ou qui vivent dans le coin. Et c'est vrai que bon, moi personnellement, quand je passe devant un chantier, je suis intriguée. Mais je ne me permets pas de rentrer dedans. Mais visiblement, il y a des personnes qui sont plus curieuses et qui rentrent du coup sur des chantiers pour le grand bonheur de Sébastien. On Pas nous demande forcément, mais oui. pardon. Pas forcément pour mon grand bonheur, mais oui. Oui, 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 bah, c'était assez ironique. On a une question qui nous demande, est-ce que tu as eu une formation sur la prise de parole? Est-ce que ça te stresse pas trop finalement, cet aspect de dialogue? Alors au début, j'étais vraiment un grand timide, on va dire. Répondre au téléphone, j'aimais pas forcément. Après, échanger avec les gens, j'avais pas forcément de soucis. Mais par exemple, j'aimais pas répondre au téléphone, j'aimais pas appeler, je préfère envoyer des SMS, tout ça. Ouais. J'étais pas très à l'aise avec ça. On va dire que ça m'a forcé la main avec le travail. Et puis maintenant, à la limite, j'appelle au lieu de passer des SMS. Voilà. Donc, on va dire que c'est une formation sur le tas qui est arrivée où bah, on est obligé de se forcer un peu, de changer. Au final, les 2 premiers mois, on n'est pas très à l'aise, mais après, ça commence à venir. Et puis après, au fur et à mesure, bah, avec l'expérience, du coup, bah, on commence à savoir, en voyant les gens ou en sachant qui est la personne, à tout de suite changer, on va dire, soit son vocabulaire, soit sa façon d'être, soit tout ça. C'est vraiment de l'apprentissage sur le tas, ouais. Il n'y a pas de Ok. formation particulière. On va dire que l'école peut former avec Les par exemple, les projets exposés. à l'oral, tout ça, devant la classe, devant des professionnels, tout ça, on peut être un peu formé, mais c'est pas vraiment pareil une fois qu'on est dans la vie active. Ok, On ok. apprend vraiment Bon, sur le bah, tas. en tout cas, merci de cette réponse et c'est bien de savoir que l'expérience, bah, ça forge beaucoup aussi. Alors, on va continuer, on va regarder un autre aspect encore de ton métier. Euh, donc, l'aspect organisation et sécurité. Pourquoi cet aspect, pourquoi est-ce qu'il est aussi important? Et toi, en quoi est-ce que ça te concerne du coup? Alors, déjà, on va commencer par la sécurité. Il faut savoir que moi, du coup, en tant que conducteur travaux, j'ai signé, quand je été embauché, une décharge de pouvoir de la part du président. C'est-à-dire que sur chantier, je suis le responsable numéro un, on va dire, sur mon chantier.
D'accord. Donc, du coup, déjà, niveau sécurité, bah, c'est pour ça, bah, déjà, pas que pour moi et on va dire ma responsabilité, mais déjà pour les personnes qui travaillent sur chantier. La sécurité, c'est vraiment un point très, très important parce que c'est pas un métier non plus, enfin, c'est pas un métier sans risque. Si on fait attention, oui, mais si on fait pas attention, et puis on a toujours des moments où on va être moins attentif que d'autres, c'est pas un métier Mhm. sans risque. Et c'est pour ça que le but, c'est vraiment d'avoir une sécurité optimale partout, quitte D'accord. des fois perdre de l'argent ou quoi que ce soit. L'argent rentre pas en compte quand il s'agit de sécurité. Bon, sauf pour le patron à la fin quand on fait le bilan, mais sinon, il rentre pas en compte pendant la phase chantier. On va dépenser ce Ok. qu'il faut pour que notre chantier soit en sécurité et faire en sorte que tout le monde puisse travailler sainement et qu'il y ait le moins de blessures possible. Après, de toute façon, il y aura toujours quelqu'un qui va se fouiller la cheville dans l'escalier, mais ça, c'est pas forcément à cause du métier, c'est que même quelqu'un chez soi va se le faire. Peut-être, il y a toujours quelqu'un qui va taper son doigt contre un mur ou l'orteil contre un mur. Voilà. Ça, c'est des trucs où on n'y peut rien, mais niveau sécurité, Ouais. reboucher des trous, faire en sorte que partout autour du bâtiment, bah, sur la photo, par exemple, on voit en haut qu'il y a des garde-corps qui sont posés pour éviter que les gens se penchent et tombent. Mhm. Tout ça, en fait, toutes ces sécurités-là qui peuvent être qui peuvent créer des accidents mortels ou graves, bah, on fait en sorte qu'il y ait zéro risque, ou en tout cas d'avoir pris toutes les précautions possibles pour qu'il n'y en ait pas. Donc ça, c'est l'aspect sécurité. Donc ça, moi, j'y fais beaucoup attention et les personnes sur place sont sensibilisées. Le matin, toutes les 2 semaines, nous, on fait des quarts d'heure sécurité, les lundis matins, où en fait, juste avant de commencer le travail, pendant un quart d'heure, on se met tous autour de la table et on Ouais. discute un peu. Des fois, on discute de tout et de rien parce qu'il n'y a pas forcément d'aspect à voir. Et puis des fois, il y en a un qui va nous dire, jeudi, j'ai vu ça, qui peut être dangereux. Bah voilà, du coup, en fait, on échange tous. Et en même temps, on leur rappelle le port des équipements de sécurité obligatoires, le casque, les bottes ou les chaussures, les gants, les bouchons d'oreille quand on perce, tout ça. Donc ça, c'est des choses importantes qu'il faut rappeler sans cesse, parce que la sécurité, on le rappelle une fois, mais au bout de 2 semaines, c'est oublié. Donc voilà, faut le rappeler souvent. Et l'aspect Ouais. organisation, du coup, c'est que le bâtiment, moi, j'y étais pas, mais on me l'a expliqué. Il y a 50 ans, c'était, hop, toi, tu vas être mon plombier, on se serre la main, c'est parti. Ok. Maintenant, ça c'est fini. Maintenant, il y a énormément de procédures, de papiers à faire. Donc ça, c'est pas mal mon boulot aussi, de m'occuper de tout ce qui est administratif, de la gestion entre les bureaux et le chantier. Je vais avoir donc tous les papiers. Par exemple, un sous-traitant doit nous donner son cabis, comme quoi il a bien cotisé à la Sécu, comme quoi il doit. En fait, il nous donne vraiment tous ces renseignements pour voir que l'entreprise est clean, que c'est pas une petite entreprise qui a été faite à l'arrache ou comme quoi ces gars ne sont pas déclarés, tout ça. En fait, tout ça va être vérifié. Ok. Dès qu'on réalise un ouvrage, il faut faire 15 fiches de contrôle disant que les aciers sont bien dedans, telle taille, que le béton, c'est tel type de béton qui vient de telle centrale, qui a été fait avec tel ciment. Maintenant, c'est vraiment, tout est listé. Donc, Ok. du coup, c'est un aspect où il faut être assez organisé, il faut avoir plein de classeurs, comme j'en ai pas mal autour de moi. La chance. Voilà, c'est ça. Faut tout Ok. bien classer parce qu'après, on a aussi des contrôles. On peut avoir la police qui vient sur le chantier Ah oui. comme ça, on improvise pour tout contrôler, les papiers des gars, tout ça. On peut avoir l'inspection du travail qui vient. Il y a tout un tas de personnes qui peuvent venir contrôler les chantiers, voir si tout est en règle et du coup, il faut être pas mal organisé. Ok. Et on nous demande dans le chat, est-ce qu'il y a une loi ou des lois du coup qui sont spécialement sur la sécurité dans le domaine du BTP? Alors oui, il y en a. Il y a des lois qui sont mises dedans. Après, les lois sont plutôt pour les fins de chantier, donc les sécurités une fois qu'on a livré le chantier. Par exemple, je donne un exemple, les garde-corps des balcons. Donc, par exemple, entre le balcon, le nez du balcon en béton et le garde-corps, on ne doit pas avoir plus de 5 cm pour pas que le pied passe à travers. Dès D'accord. qu'un trou fait plus de 5 cm de largeur, donc c'est-à-dire à peu près un pied humain, bah, du coup, il faut que ce soit rebouché. Dès qu'on a un vide, il faut absolument mettre des garde-corps. Donc ça, c'est des choses qui sont réglementées aussi. Et donc ça, on va les retrouver, par exemple, sur le site de l'OPP-BTP, donc, ou la Fédération française du bâtiment. On va pouvoir retrouver pas mal de documents là-dessus sur la sécurité. Et après, en soi, il n'y a pas de. Enfin, il y a des lois, mais par exemple, nous, dans les chantiers, on travaille avec des DTU. Des DTU, c'est en gros, bon, je ne connais pas la dénomination exacte, ce que ça veut dire DTU,
Mais en gros, c'est des sortes de bibles à suivre dans le bâtiment. Par exemple, quand on fait de l'étanchéité, il y a un DTE étanchéité qui nous explique comment tout réaliser en sécurité et tout ça. Ça, en sécurité, il n'y en a pas qui existent. Mais après, il y a des normes qu'il faut connaître et elles qui sont marquées donc à l'inspection du travail sur leurs documents et qui vont être notées sur la Fédération française du bâtiment et tout ça. On peut les retrouver sur leur site si on a des Ok, doutes. ok, ok. Bon, bah, j'espère que ça a bien répondu à la question. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très clair. Bon, alors maintenant qu'on a une meilleure vue d'ensemble de ce que tu fais au quotidien, des éléments que tu as à prendre en compte, de ce qui compose un peu bah, ta vie professionnelle, on va regarder comment tu en es arrivé là. Donc, on va regarder ton parcours. Alors, donc, on va commencer. Donc, tout ce qui est après la troisième, le brevet des collèges. Donc, toi, Mhm. Sébastien, tu as fait un lycée général et tu t'es orienté vers un bac S, donc qui n'existe plus, mais qui à l'époque voulait dire bac scientifique. Et c'est assez notable, tu as fait option anglais européen. Pourquoi est-ce que tu as pris cette option? Alors du coup, j'ai pris l'option anglo-européen parce que de plus en plus, avec la mondialisation, on est amené à travailler avec des personnes qui ne sont pas forcément françaises. Par exemple, j'ai un ami qui allait travailler dans une société italienne qui est en France. Et du Ok. coup, cette société-là travaillait pour des personnes qui venaient de Dublin. Donc du coup, il était amené à parler anglais. Et en fait, au fur et à mesure, dans tous nos métiers et même le bâtiment, en fait, on est amené à travailler avec des personnes. Par exemple, j'ai travaillé avec un archi qui était italien. D'accord. Il y a 2 chantiers de ça. Ouais, c'est ça, 2 chantiers de ça. Je travaillais avec un archi qui était italien. Et du coup, en fait, on est pas mal amené à être axé de plus en plus sur travailler avec des personnes qui parlent pas forcément notre langue. Et du coup, l'anglais, ça nous permet vraiment de nous débrouiller. On ne demande pas forcément un niveau incroyable en anglais. Il faut juste savoir se débrouiller et être à l'aise, savoir trouver ses mots, savoir comprendre. Mais voilà, pour moi, dès le lycée, je me suis dit que ça allait être important. Bon, après, j'étais aussi à l'aise en anglais, mais je Ouais. m'étais dit que ça allait être important. Et du coup, j'ai fait en sorte d'avoir un bon niveau. Et du coup, c'est pour ça que j'avais choisi l'option anglais-européen pour m'améliorer. Ok. Et d'ailleurs, donc après ça, donc tu as obtenu ton bac S et tu avais choisi comme spécialité, parce qu'à l'époque du bac scientifique, on choisissait une spécialité, bah, une matière scientifique en spécialité. Et donc toi, c'était la physique-chimie. Est-ce que ça t'a aidé par la suite d'avoir cette spécialité dans le reste de ton parcours? Alors, pas forcément, ça m'a pas aidé. Après, j'avais pris, moi, ces spécialités-là, je l'avais pris parce que j'aimais bien la physique-chimie. De Mhm. base, les maths, c'était vraiment pas mon truc. La SVT non plus. Donc, du coup, je m'étais tourné vers la physique-chimie, mais ça m'a pas forcément apporté quoi que ce soit, en tout cas pour mon métier actuel. Mhm. Ok. Voilà. Donc toi, donc tu as ton bac et puis par le bouche à oreille, tu entends parler du secteur du bâtiment en fait, tout simplement. Et donc tu te diriges vers des études à l'IUT de Cergy, Cergy Neuville, s'il y a des personnes qui nous regardent qui connaissent, en génie civil et développement durable. Alors comment du bâtiment tu vas vers le génie civil et le développement durable? Quelle était l'idée derrière ça? Alors, du coup, génie civil, en fait, ça regroupe bâtiments et travaux publics. En fait, c'est les travaux en général. Donc, Ok. du coup, voilà, génie civil, c'est le regroupement des deux et développement durable, parce que c'était dans la formation. Ok. Voilà. Après, moi, j'avais pas forcément. Moi, je voulais surtout aller dans cette école-là parce que je savais qu'elle était. Elle était, enfin, c'est la numéro une en France dans la formation bâtiment au niveau des IUT. Ok. Donc, du coup, je m'étais dit que je voulais avoir une bonne formation. Donc, j'étais allé là-bas. Et après, du coup, j'ai initié. Après, elle m'avait été aussi conseillée, du coup, par la personne que j'avais rencontrée. C'était un directeur travaux Ok. avec qui je faisais du sport, en fait, mais je ne savais pas du tout de base qu'il était dans le bâtiment. Et c'est lui qui m'avait dit, essaye, tu verras bien. Et du coup, essaye telle école. Je l'ai faite. Et du coup, j'y suis allé. Et voilà comment je me suis retrouvé ici, de base, un peu parce que je ne savais pas quoi faire en fait en sortant du bac Ok. de base. Quand il fallait faire mes choix, j'étais un peu perdu. Et du Ok. coup, voilà, voilà comment je suis D'accord. arrivé.
Alors dans le chat, on nous dit, mais alors, mais même en BTP, l'anglais est important. Eh ben oui, l'anglais, eh ben voilà, Salvatore a répondu, effectivement, l'anglais est important partout. Voilà, c'est nécessaire, hein, vous le savez. Comme Sébastien l'a dit, il y a la mondialisation. Vous allez être amené à parler anglais très très souvent dans votre milieu professionnel, peu importe lequel. Voilà, ça devient de plus en plus obligatoire, entre guillemets. Bon, après, il y a des métiers où vous n'êtes pas du tout obligé de parler anglais. Mais c'est quand même... Non, mais surtout, voilà. Ouais, dans le bâtiment, on va retrouver pas mal de corps de métiers différents et il y a pas mal de personnes différentes. Et souvent, moi, je rencontre beaucoup de personnes sur chantier, des personnes qui travaillent sur chantier, qui parlent pas du tout français. Et du coup, l'anglais nous aide pas mal, même si c'est pas forcément des clients ou tout ça, mais des fois, il y a des personnes. Par exemple, en ce moment, je travaille avec des électriciens qui sont pakistanais et ils parlent pas du tout français, mais du coup, on s'en Ouais. sort en anglais entre nous. Parce que voilà et puis du coup l'anglais voilà là-dessus était vachement important et limite je progresse plus en anglais depuis que je travaille que quand j'étais à l'école parce que du coup je le pratique beaucoup plus. Ok, ouais, bah oui, c'est vrai, c'est logique. Alors, donc après ces 2 ans d'IUT à Cergy, donc déjà, tu as fait ta deuxième année en alternance. C'est ça. Euh, Tu faisais quoi pendant cette alternance? Du coup je faisais ce que je faisais là actuellement mais du coup sans trop connaître et en étant on va dire j'étais assistant conducteur travaux. D'accord. Du coup, dans la société de la personne qui m'avait conseillé d'aller dans le bâtiment, du coup, je lui avais parlé de l'alternance en deuxième année et il m'a fait rentrer dans la société en tant qu'alternant. Ok. Voilà, parce que de base, je savais pas que je voulais faire d'alternance. De base, j'ai fait ma première année. Quand je suis arrivé à l'IUT, je savais pas trop, vu que j'étais pas forcément sûr de ce que je voulais faire. J'ai rien fait pendant mon premier semestre. Ok. Et c'est après, du coup, bah, à la fin de mon premier semestre, où on m'a dit, bah, maintenant, monsieur, c'est au revoir ou vous redoublez. Où là, du coup, je me suis dit, merde, quand même, j'aime bien ce que je fais. Donc, du coup, j'ai demandé à redoubler en anticipé. Et en fait, Ok. j'ai refait mon premier semestre de janvier mince, à août. À août. Voilà. Ok. Et du coup, après, donc, quand les autres ont repris leur deuxième année, moi, j'ai fait mon deuxième semestre. Ok. Mon deuxième semestre de septembre à janvier, avec après un grand stage, du coup, de février à août. Et en D'accord. fait, à ce moment-là, ils ont réouvert l'alternance dans l'école parce qu'ils faisaient plus d'alternance. Et en fait, ils l'ont réouvert, on va dire, si j'avais pas redoublé, j'aurais pas pu faire l'alternance. D'accord. Donc du coup, ils ont réouvert l'alternance à ce moment-là. Et du coup, j'ai pu faire de l'alternance. J'en ai parlé à mon maître de stage à ce moment-là et j'ai pu faire de l'alternance, enfin, mon maître d'alternance, enfin, mon collègue, on va dire. Et depuis, après, il a pu me faire entrer en alternance dans la société. Trop bien. Ok. Donc, après ces 2 ans un petit peu bidouillés, micmaqués que tu as réussi à compléter, tu es parti au CESI de Nanterre, donc sur concours. Donc, déjà, bravo, parce que j'imagine que c'est pas forcément un concours très facile. Ça se passe comment? C'est bah en fait donc d'abord il y a un dossier. Une fois qu'on a envoyé notre dossier, ils voient s'ils nous sélectionnent pour le concours écrit. Ok. Ensuite, on va passer donc l'épreuve mathématique, l'épreuve des résistances des matériaux, une épreuve d'anglais, une épreuve de français. Mhm. Voilà, donc tout ça sur la même après-midi, c'est une sacrée après-midi. Ah Ouais, ouais. moi, je l'avais passé au centre des examens, je crois que c'est Créteil, je sais plus. Ah oui, la Je sais maison plus. des examens, ouais. La maison des examens, je sais plus où elle est. Je l'avais passé là-bas. Et ensuite, si on est sélectionné, après, on passe un oral donc à l'école Ok. directement. Et après, du coup, cet oral-là, on sait si on est admis ou pas. D'accord. Ah ouais, c'est un parcours du combattant un peu. Bah, après, si notre dossier est bon et très bon, on n'a pas besoin de passer le concours écrit, on passe direct l'oral. D'accord. Ok. Voilà. Bon. Donc, mais ça, voilà, soit on est pistonné, soit on a vraiment, on est très très bon. Parce qu'il y en Ok. avait que trois sur les 1200, il y en a que trois qui sont passés directement à l'oral. Ah oui, quand même. D'accord. Ah oui, Et, c'est impressionnant. Ok. Donc, tu as réussi à intégrer le saisie. Alors, on avait cherché pendant qu'on préparait ce live à quoi ouais. correspondaient ces lettres. Est-ce que tu sais maintenant? Parce qu'on n'avait pas trouvé la réponse. Non, j'ai pas du tout recherché entre temps, donc Ok.
D'accord. Bon, si quelqu'un sait ce que ça veut dire, éclairez-nous dans le chat. On avait quelques pistes, mais on veut pas dire de bêtises, donc on n'a rien mis. Voilà. Bon, en tout cas, tu as fait 3 ans là-bas. 3 ans que tu as fait en alternance, et puis tu as aussi passé ton TOEIC, ça dépend, je sais pas, moi j'ai TOEIC. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors du coup, en fait, pour obtenir un diplôme d'ingénieur en France, ils demandent à ce qu'on obtienne donc le TOEIC. Le TOEIC, c'est un examen d'anglais, un examen de compréhension orale et compréhension écrite, où ils demandent en fait, en fonction du diplôme qu'on veut avoir. Par exemple, pour les diplômes d'ingénieur, les prochains auront un peu moins de chance. Moi, ils demandaient 785. Là, maintenant, ils demandent 825, en gros, sur 990. Ah oui. Voilà, il demande 900, il demande 825, c'est ça, ouais, sur 990, je crois que c'est ça à peu près le maximum. Et du coup, il faut obtenir cette note-là. Il y a 200 questions, je sais plus combien de questions, là, je me souviens plus. Et en gros, donc voilà, il y a une première partie compréhension orale, ensuite c'est de la compréhension écrite, de l'orthographe, la compréhension de texte, et ça dure 2 heures. Ok. Et en fait, donc c'est un examen obligatoire qu'il faut absolument avoir si on veut avoir un diplôme d'ingénieur. Et après, il y a d'autres écoles qui peuvent le demander, mais ils ne demandent pas forcément le même nombre de points. D'accord. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut être aussi à l'aise en anglais. Enfin, après, il n'y a pas non plus besoin d'être une tête pour avoir son TOEIC en anglais. Je ne veux pas décourager beaucoup de monde. Et pour ça, j'en connaissais vraiment qui ont eu beaucoup, qui étaient vraiment, qui comprenaient rien à l'anglais et à force de travailler, ils l'ont eu. Donc, Ouais. c'est vraiment c'est du par cœur, quoi. Ouais, c'est du bachotage, comme on aime bien Ça. l'appeler. Ok. Et donc, pendant que tu terminais tes études d'ingénieur, enfin que tu allais obtenir ton diplôme d'ingénieur, tu étais déjà en fait contacté et sollicité, notamment par l'entreprise dans laquelle tu travailles en fait. C'est ça. De base, j'étais dans une autre entreprise. J'ai fait 4 ans du coup d'alternance avec eux. Mhm. Sauf que j'avais pas forcément la personne qui m'avait embauché, du coup, le directeur travaux était parti de la société au bout de 2 ans. Ok. Moi, du coup, je me suis retrouvé à avoir un directeur travaux avec qui je m'entendais pas du tout. Et du coup, à la fin, ils m'ont quand même proposé une embauche que j'ai refusée parce qu'en fait, du coup, j'avais eu ma société actuelle, du coup, qui m'avait contacté 6 mois avant la fin de mon diplôme Ok. pour savoir du coup si je pouvais, enfin pour qu'on puisse travailler ensemble. Et du coup, j'ai accepté parce que ça, bah, déjà, j'avais plus l'ambiance de travail que j'avais au début dans notre société. Ça se passait moins bien, donc du coup, bah, j'ai préféré changer. Et j'ai bien fait. Mais c'est trop bien, c'est génial. Et là, tu dis que tu as bien fait, du coup, ça veut dire que tu es épanoui, tu es content d'être là où tu es. C'est ça. Là, j'ai une équipe avec qui je m'entends bien, j'ai des collègues avec qui je m'entends bien, tout suit, le travail suit, l'ambiance suit, la société me soutient derrière, on va dire, je suis pas tout seul avec mon chantier, voilà, on fait beaucoup de points ensemble, on n'hésite pas non plus enfin, pas à faire autre chose, on va dire enfin, quand je dis autre chose que le boulot, c'est-à-dire qu'on sait aussi prendre du temps pour nous. Ouais. Voilà, on n'est pas là à travailler comme des bêtes enragées, à travailler, travailler, travailler. Et au final, en fait, on est limite plus productif en faisant ça qu'en étant, on va dire, un peu déprimé en Ouais, ouais, travaillant. c'est sûr, c'est Voilà. sûr. Bah oui, vous êtes plus enthousiaste une fois que vous êtes au boulot, donc vous travaillez mieux, C'est entre ça, on guillemets. est content de venir le matin. C'est-à-dire que Ouais. dans mon ancienne société, le matin, c'était compliqué, on n'avait pas envie d'y aller, sauf que là, limite, on préfère partir une demi-heure plus tôt pour voir les collègues un peu plus tôt. Ah, trop Donc bien. après Ah ça ouais. crée. Et moi le but sur mon chantier, sur le chantier ici actuellement, on a mis une très bonne ambiance de travail où du coup en fait tout le monde est content de se voir le matin, tout le monde discute et du coup bah dès qu'il y a un souci ou quoi que ce soit ou bah on est un peu tous là. Quand il y a un travaux à demander en plus, par exemple pareil ici, faudrait que tu me fasses le trou là-bas dans le plancher. Ah bah vas-y je te le fais, il y a pas de souci. Voilà c'est une ambiance de travail beaucoup plus saine et il n'y a pas de non, mon patron il m'a dit que je devais pas le faire, c'est pas moi de le faire. Voilà. Et après, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus simples quand on s'entend, quand il y a une bonne entente sur le chantier. Bah ouais, c'est sûr. Bah alors justement, tu nous parles de choses que tu aimes et que tu apprécies à propos de ton travail. Alors on va passer à la rubrique ce que tu préfères et ce que tu aimes moins. Alors les choses que tu préfères
dans ton métier. Bon, là, tu viens de nous parler un peu de l'aspect social. Alors justement, je te propose qu'on parte sur ça. Il y a évidemment les collègues, mais pas que, j'imagine. Oui, non, c'est ça. Il y a l'aspect aussi, il y a il y a les commerciaux, par exemple. On va prendre les commerciaux. Il y a les collègues, donc comme on l'a dit. Il y a les ouvriers sur chantier qui sont pas mes collègues du coup directs, en gros qui Mhm. sont mon sous-traitant, donc ils Ouais. travaillent quand même pour moi. Mais du coup, il y a tout cet aspect-là où en fait, des fois, on peut se prendre 10 minutes, discuter avec un gars. Ça peut être quelque chose d'intéressant. On peut apprendre. Moi, j'apprends beaucoup. J'hésite pas à poser des questions aux gars. Je suis pas là à leur dire je sais tout. Même Mhm. si je suis leur chef sur chantier, moi, je suis aussi là pour apprendre. Je viens de démarrer, donc je suis pas non plus là Ouais. pour leur dire je connais tout. C'est moi qui je sais tout. Tu fais comme ça. Moi, je prends un peu des conseils à droite à gauche. J'essaie d'apprendre un peu partout pour être calé après de mon côté. Et en fait, cet aspect social-là, j'aime bien en fait m'arrêter 10 minutes, discuter avec la personne, échanger. Et c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui me permet aussi de me sortir un peu la tête quand il y a quand il y a des problèmes sur chantier et autres. Bah, ça permet aussi de se vider la tête. Et après, on retourne dans notre bureau et on est bien. Ouais. Voilà. Et justement, à propos de bureau, dans les choses que tu préfères, tu m'as aussi cité le fait de ne pas être assis en permanence derrière un bureau. Pourquoi est-ce que ça te plaît particulièrement ça? Alors moi, déjà, je me voyais pas faire un travail où j'étais assis derrière un bureau toute la journée. Clairement, ça me tentait pas. Et en fait, du coup, j'avais vu que dans le bâtiment, on va dire, je suis 70%. Ça dépend des journées. Il y a des fois, je vais être toute la journée derrière mon bureau, mais c'est pas, ça arrive pas souvent. Mais par exemple, je vais être 60% de mon temps au bureau et 40% de mon temps sur chantier, que ce soit pour faire des vérifications, pour voir des problèmes. Par exemple, il y a un gars qui est bloqué à tel étage, voilà, il y a ça qui va pas, comment je fais? Bah, du coup, je vais sur chantier, j'échange avec lui. Ça me permet en fait de bouger un peu toute la journée. Voilà, si je veux sortir. Si je veux sortir du chantier, si je veux aller dans la rue, si je veux monter au cinquième étage, j'y vais. J'ai pas de contrainte de je dois être derrière mon bureau et j'ai un Ouais. patron qui me regarde voir si je suis productif ou pas. Mhm. Je suis un peu maître de ce que je veux faire sur mon lieu de travail. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui me plaît. Ok. Bah, on nous dit dans le chat, bravo Sébastien pour ta motivation et ton optimisme. C'est la base pour bien réaliser sa journée. Voilà. Bon, bah voilà, bah bravo Sébastien pour son optimisme. On nous demande aussi, c'est quoi ton plus gros chantier, présent ou passé, hein? Alors, du coup, le plus gros chantier que je vais réaliser, parce que là, je suis en train d'en commencer un qui va être le plus gros chantier pour l'instant que je vais réaliser, c'est un chantier à 9 millions. Ok. Avec 84 logements. Moi, je suis pas une personne qui fait, vu que j'ai fait que des petites sociétés, j'ai fait que des petits chantiers jusqu'à maintenant. Là, je suis en Ok. train de faire des chantiers un peu plus gros. Peut-être que je vais monter crescendo et après arriver sur des 1000 logements, je sais pas. Mais pour l'instant, voilà, là, actuellement, je suis dans un bâtiment où on fait 64 logements, celui que vous avez vu sur les photos, qui fait 5 étages. Et en fait, derrière ce bâtiment-là, là, on va commencer un bâtiment de 84 logements, donc qui est un bâtiment encore plus gros. Donc ça va être mon plus gros chantier. Et après, question de plus beau chantier, j'ai fait à Paris, c'est Paris 11e, non, à Paris, voilà, je ne sais plus Paris Quel 9e. arrondissement? Paris Voilà. 9e. J'ai fait la Ligue nationale de rugby là, il y a 2 ans. C'était un beau chantier. De base, c'était une usine. Et on a Ok. totalement refait l'intérieur. En fait, il restait plus que les façades. On a refait entièrement l'intérieur. On a fait des bureaux avec des façades vitrées de 10 mètres de haut, des Waouh. murs rideaux, comme on appelle, Ok. des murs rideaux de 10 mètres de haut empilés. Et du coup, ça rend vachement bien. C'est un beau chantier. À demain, Victor. Incroyable. Trop bien. Et donc, bah, nécessairement, on a parlé des choses que tu préfères, mais on va aussi parler des choses que tu aimes moins dans ton métier. Tu nous as cité deux éléments, enfin, tu m'as cité deux éléments quand on préparait ce live, le risque permanent et les relations clients. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Alors du coup, le risque permanent, c'est que du coup sur le chantier, c'est pas non plus le monde des bisounours où faut vraiment, comme je parlais de la sécurité, on a un risque permanent en soi parce que à tout moment, une protection peut casser, bon ça arrive jamais, mais une protection peut casser, un trou peut ne pas être bouché. Une grue peut tomber, c'est vraiment. Après, voilà, c'est des choses qui arrivent très rarement et normalement, ça n'arrive même pas.
Ça devrait pas Oui, arriver. Quand ça arrive, c'est qu'il y a eu un problème en amont. Mais du oui. coup, voilà, c'est quelque chose où à tout moment, voilà, il peut y avoir un accident et du coup, on n'y pense pas à ce risque-là. Enfin, je suis pas toute la journée en train de psychoter en me disant, j'espère que personne ne va se faire mal aujourd'hui parce que je sais que ça arrivera pas, mais on n'est jamais à l'abri. Voilà, par exemple, là, il y a une semaine, il y a un gars qui s'est fait tomber une fenêtre sur le bras. Il a un bleu, c'est un bleu, mais bon, voilà, c'est quelque chose qui arrive. Et après, du coup, moi, par exemple, là, ici, sur chantier, il y a une palette qui m'est tombée dessus. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver où il faut faire Ah oui. attention. Ah Ça a oui, été un problème, ça a été un problème à cause de la palette en bois, mais elle s'est décrochée et malheureusement, j'étais pas loin. Donc, c'est des choses d'accord. qui peuvent arriver où j'étais en train de vérifier des fenêtres à côté et la palette qui était en haut, les clous ont lâché, du coup, elle m'est tombée dessus. Mais voilà, c'est des choses où faut vraiment faire attention et c'est des parties du métier où il vaut mieux pas y penser, sinon on va pas dormir. Ah, d'accord. Bon. Voilà. C'est... Ok. Mais ça m'empêche pas de quand même aimer mon métier. Oui, 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 ok. Bon, voilà. Non, mais il Voilà. faut se rappeler que c'est très, Il faut faire très attention. rare et Voilà. que tout est fait au maximum pour que ce genre de choses n'arrive pas, quoi. C'est ça. Après, il y a toujours un mauvais moment, mais dans ce cas-là, il y a aussi la route, il y a tout, quoi. La Ah oui, voiture est voilà. plus dangereuse. Prendre la voiture, c'est plus dangereux qu'aller dans un chantier. Mais Ouais, oui. voilà. Ouais. Mais voilà, après, il y a des choses qui peuvent arriver. Mais bon, heureusement, j'ai jamais eu de mort sur mon chantier ou quoi que ce soit. J'ai toujours eu, moi, le pire que j'ai eu, à part moi, c'était un mec qui s'est coupé. Voilà, c'est des petites choses comme ça où je me suis coupé, on va me mettre un pansement. Voilà, des choses qui peuvent arriver dans une cuisine, quoi, aussi. Donc, Ouais, c'est ce que c'est pas j'allais non dire. plus, voilà, faut pas non plus psychoter. Et Ok. après, du coup, la deuxième partie que j'aime le moins, après, ça va dépendre aussi, mais les relations clients, parce que c'est les clients, c'est beaucoup de pression. On redoute la réunion chaque semaine, un petit peu. En tout cas, moi, c'est un peu le cas. Oh non. On sait qu'on a la réunion chaque semaine où il va falloir assurer, ou soit si on sait qu'il y a une bêtise qui est faite ou un truc qui n'a pas été réglé depuis une semaine, on sait que des fois ça peut élever la voix, tout ça, donc c'est pas un truc qu'on aime. Après, Mhm. attention, il y a des clients à qui ça se passe très bien. Oui, bien sûr. Voilà, moi j'ai eu un chantier où ça se passait très bien avec le client et c'est hyper agréable. Voilà, mais la plupart du temps, c'est en fait avec les clients, on va pas pouvoir, j'ai envie de dire, se lâcher. Ouais. Faut être très retenu, faut faire attention à tout ce qu'on dit. Voilà, c'est pas Mhm. quelque chose. Enfin, moi, c'est pas quelque chose que j'affectionne vraiment la relation client, mais bon, de toute Ok. façon, il faut. C'est un aspect de ton métier, donc tu fais avec, mais c'est pas ta partie favorite, quoi. C'est ça. Euh, on va regarder, on arrive sur la fin de ce live et on va regarder les clichés. Enfin, on va essayer d'aller un peu plus vite, mais on va regarder les clichés que tu as par rapport à ton milieu, par rapport au bâtiment, les clichés que tu entends et auxquels tu aimerais répondre. Alors, un premier cliché qu'on entend pas mal, c'est le bâtiment, c'est fatigant, c'est salissant et c'est mal payé. Qu'est-ce que tu as à rétorquer à ça? Mais alors du coup, salissant, oui, mais après, les gars, ils vont pas sortir on va dire, crades du chantier ou quoi que ce soit. Il y a des douches, il y a tout ce qu'il faut. Nous ici, on a deux douches pour les mecs quand ils terminent le chantier. Il y a des lavabos, il y a tout ce qu'il faut. Oui, effectivement, il y a de la poussière, mais les mecs quand ils repartent chez eux, c'est pas des serpillères à poussière. Voilà, ils ont des affaires de rechange, il y a des casiers. En fait, on arrive le matin, on met nos affaires de travail. Quand on repart le soir, voilà, on n'est pas non plus, on peut aller à un rendez-vous, quoi. On n'est pas, voilà, c'est pas des bêtes, quoi. Ouais. Du coup, voilà, il y a ça. Oui, c'est fatigant, certes, mais il faut savoir qu'il y a de plus en plus de techniques pour faire en sorte de soulager tout le monde. Déjà maintenant, par exemple, donc je ne saurais pas dire depuis quand, mais maintenant, avant, les sacs par exemple, de ciment, c'était 50 kilos, c'est passé à 25 kilos pour soulager un peu le dos. Mhm. Il y a aux États-Unis, pas encore en France, ou alors je ne sais pas si c'est encore arrivé en France, il y a des exosquelettes maintenant pour les gars qui travaillent sur chantier pour les aider à porter. Ok. Il y a des grues, tous les camions maintenant sont équipés de bras grues pratiquement, donc on monte plus les choses à la main. Là, par exemple, moi sur mon chantier, les ascenseurs, ils vont être mis en marche face chantier pour que les personnes elles puissent monter au cinquième étage, au Mhm. quatrième, au troisième, au sous-sol. Donc du coup, on fait en sorte que ça soit de moins en moins fatigant, mais oui, ça l'est,
Et après, il faut toujours faire attention à son dos. Par exemple, quand on porte quelque chose, bah, faut faire attention. Il y a des façons de lever. On en parle pour l'écarteur sécurité. Après, après, c'est la personne qui va les respecter ou pas. Et après, on entend aussi que c'est mal payé. Alors, moi, je vais prendre l'exemple d'un coffreur. Un Ouais, coffreur, c'est une personne qui va avoir arrêté l'école à 16 ans. ok. Donc, et qui va commencer. Donc, au début, il sera pas coffreur, hein. Au début, il sera peut-être manœuvre. Manœuvre, c'est la personne qui va s'occuper de nettoyer le chantier, faire rentrer les camions, voilà, porter des choses ou par exemple casser des murs au marteau-piqueur. Mais au bout de 1 ou 2 ans, déjà, il peut se former. C'est une formation en interne pour être coffreur. Donc, c'est la personne qui va donc faire les moules en bois, les choses comme ça, qui va s'occuper, découper le bois, faire des coffrages. Et du coup, par exemple, un coffreur qui a 5 ans d'expérience peut être à 2400 net par mois. Donc, c'est très bien, j'ai envie de dire. Ah oui, c'est très bien, ouais. C'est largement au-dessus du SMIC. Donc, moi, j'entends beaucoup de personnes, même dans mon entourage, qui me disent, oui, je vais pas travailler dans le bâtiment et me casser le dos à gagner 1 500 € par mois. Et je connais déjà être à plus de 2 000 € par mois, c'est déjà très bien. Ouais. Et là, bah, la personne n'a pas forcément de diplôme. Elle a arrêté l'école à 16 ans et pourtant, il peut s'en sortir très bien financièrement. Et après, ça peut évoluer très haut dans le bâtiment. On peut commencer bah, tout en bas de l'échelle, on va dire manœuvre, et finir plus que chef chantier, maître compagnon, tout ça. Et ça, c'est des personnes qui vont avoir des salaires de directeur, quoi. Donc, Ah ouais. dire que voilà, c'est des personnes qui peuvent monter à plus de 5 000 € par mois. Donc, après, dire que c'est mal payé, non, je suis pas d'accord. Et il faut casser ce Oui. cliché-là. Il faut casser ce cliché-là de le bâtiment, c'est sale, c'est voilà. Ouais, ouais, c'est vrai. Et il y a un autre cliché que tu aimerais casser aussi, c'est que le bâtiment, c'est un milieu masculin. C'est pas totalement vrai quand même. C'est de moins en moins le cas. On va dire avant, oui. Avant, c'était un milieu clairement 100% masculin. Voilà. Sauf que bah, ça change beaucoup maintenant. Déjà, que ce soit dans les bureaux d'études ou autres, on retrouve de plus en plus de femmes, même chez les commerciaux. On va en retrouver beaucoup. Moi, par exemple, je vais prendre l'exemple de ma formation d'ingénieur. Il y avait, c'est une petite proportion, mais bon, c'est un début. Il y avait 15% donc sur les 180, il y avait 15% de femmes dans la formation, Ok? qui sont aussi, dont certaines qui étaient aussi conducteurs travaux comme moi. Mhm. Après, donc moi j'ai jamais travaillé donc donc chez les compagnons, donc une femme, ça m'est jamais arrivé jusqu'à maintenant, j'en ai jamais eu. Mais je sais que chez les majors du bâtiment, il y en a. Par Mhm. exemple, chez Vinci, Bouygues, tout ça, et il y en a de plus en plus, et c'est quelque chose de bien. Déjà, ça apporte une autre vision aussi que à chaque fois, bah, tous les hommes sur chantier, bah, là, on a une autre vision des chantiers des fois, une autre façon de travailler. Et c'est aussi quelque chose de bien. Et des fois, souvent, d'ailleurs, elles sont plus écoutées que les hommes sur chantier. Moi, j'avais des stagiaires. J'ai eu une stagiaire une fois qui était, quand je voulais dire quelque chose au gars, j'étais obligé de passer par elle parce qu'elle, il l'écoutait. Et moi, il disait que j'étais méchant. Donc voilà. D'accord. Ok. Alors, on a pas mal de questions qui sont arrivées. Première question, on va répondre rapidement à tout. Est-ce que le permis est obligatoire pour travailler dans le BTP? Le permis B, je veux dire. Non, non, il n'est pas obligatoire. Moi, j'ai beaucoup de personnes. En tout cas, alors ça dépend d'où on va travailler, bien sûr. Par Ouais. exemple, dans Paris, avec tous les transports en commun, moi, 90% des gars sur mon chantier viennent en transport en commun. Et Ok. souvent, il y a une personne, soit leur chef, qui a le camion avec le matériel. Ou sinon, des Ok. fois, il y a un chef qui, quand ils habitent dans le coin, qui prend plusieurs gars et qui arrive le matin. Ok. Mais oui, c'est Voiture, sûr que si on ouais. va travailler dans un endroit où il n'y a pas de transport en commun, le permis c'est obligatoire, on va dire. All right. Ça va dépendre. En Ok. fait, comme dans tous les travails, j'ai envie de dire, où oui, après, si on est commercial, il faut une voiture parce qu'on va aller de chantier en chantier et c'est pas possible en transport. Après, moi, dans mon cas, il me faut la voiture en tant que conducteur de travaux parce que je fais souvent au bureau. Mhm. Mais après, par exemple, nous, enfin, les ouvriers sur chantier, il n'y en a pas beaucoup qui viennent en voiture, ils viennent tous en transport en commun. Mais après, c'est comme dans tous les métiers, Oui, dès qu'on dans sort un tout, peu des grandes villes, il faut ouais. absolument le permis. Ouais. On a une deuxième question. Est-ce qu'il faut forcément être ingénieur pour diriger un chantier, pour faire le métier que tu fais en fait finalement?
Alors, non. Moi, conducteur travaux, ça peut être bac plus 2. En fait, moi, mon titre actuel, c'est ingénieur travaux, mais je suis équivalent à un conducteur travaux. D'accord. Euh, voilà. En gros, conducteur travaux, je crois que je dis une bêtise, je crois que c'est 3 ans ou 2 ou 3 ans d'études. Par exemple, après l'IUT, je pouvais être conducteur travaux après mon IUT, donc 2 ans. Je pouvais être conducteur travaux. Ok. Après, c'est pas la même évolution de carrière par la suite. Ouais, C'est que j'imagine. quand on est en tant qu'ingénieur, après, je peux avoir une évolution un peu plus rapide et monter, on va dire, plus rapidement à principal, directeur travaux et tout ça. Alors qu'en ayant un bac plus 2, j'aurais été aussi conducteur travaux. Mais par contre, j'aurais peut-être dû attendre beaucoup plus longtemps avant de monter. Après, ça Mhm. dépend aussi des compétences de chacun. Ouais. Moi, j'ai pu apprendre du coup plus longtemps avec mes études. J'ai pu apprendre plus de choses. Par exemple, au DUT, moi, j'avais appris uniquement tout ce qui était comment fonctionne un chantier. Et c'est après en école d'ingénieur où j'ai appris un peu plus sur la gestion, tout ça, quoi. Ok. Et enfin, est-ce qu'il y a un vocabulaire spécial BTP? Est-ce que vous parlez entre vous avec des mots que le commun des mortels ne comprendrait pas? Alors, ça dépend. Si le portugais est un langage, non, c'est un peu un cliché, j'ai envie de dire, mais par exemple, s'il y a quelque chose qui est resté du portugais, le guidage de grue, bon, maintenant c'est interdit là depuis très récemment, mais quand il guidait la grue, par exemple, il disait moule, moule pour descendre. C'est un langage voilà, qu'ils ont créé eux-mêmes, je sais pas pourquoi. Donc, mouler, c'est descendre avec la grue. Ok. Donc, voilà, avance le chariot, recule le chariot. Voilà, c'est des choses où avance, recule. Bon, voilà, c'est derrière le chariot Ok. en parlant de la grue, mais après, non, après, entre nous, il n'y a pas de langage spécifique. Non, après, après, ça va dépendre de qui on a sur le chantier. Moi, je travaille avec Ouais. des Portugais, donc ils ont tendance à parler portugais. Donc voilà, mon langage, j'apprends un peu le portugais au passage, mais après, ça va vraiment dépendre de qui on a sur le chantier, avec qui on Ça travaille, en fait. marche. On s'adapte à l'équipe. Ok. Alors, on fait la carte d'identité de ton métier très rapidement pour résumer. Je te pose une question et tu essayes de répondre de la manière la plus concise et rapide possible. Est-ce que tu as des déplacements professionnels? Non. Ok. Tes horaires sont-ils normaux, on va dire, je sais pas, à 9h, 17h, ou est-ce que tu dépasses un peu? Est-ce que tu travailles parfois les week-ends et les vacances, les jours fériés? Alors du coup, j'ai pas d'horaire. Moi, je suis payé au forfait au mois, donc j'ai pas d'horaire, donc je peux faire du 5h, 20h comme du 10h, 14h. Bon, ça arrive jamais. C'est du 8h et souvent je vais finir vers 19h, quelque chose comme ça. Ok, Et le week-end, des fois, je peux être amené à venir travailler le samedi, mais c'est pas pour ça que je serai payé plus. Ça va vraiment d'accord. dépendre pour dépanner ou pas le chantier. Mais est-ce que tu as des indemnisations du coup si tu travailles les dimanches, les jours fériés ou les trucs comme ça? Non, non, c'est Ok, moi qui décide, on va dire. Et après, je peux demander à rattraper, mais bon, ça se fait pas beaucoup. d'accord. Ok. Pardon, fais-nous un petit listing des langues étrangères que tu es amené à parler ou que tu apprends à force d'aller sur les chantiers. Euh, Portugais, pakistanais, turc, bulgare. Et après, j'en ai pas d'autres qui me viennent comme ça à l'esprit. Russe aussi. Russe, euh, ok. et anglais. Et Et anglais, espagnol visiblement. aussi. Je Espagnol. l'attendais du coup. Définis-nous en quelques adjectifs le relationnel que tu as avec tes équipes. Bah, on aime bien se faire des petites blagues ou voilà, mettre une bonne ambiance relationnelle. Bah, on s'entend comme des collègues, mais on s'entend, on va dire, un peu mieux. J'ai déjà, des fois, je les vois en dehors des horaires de travail. Ça m'est déjà arrivé d'aller manger chez mon chef chantier et de faire un poker chez lui. Trop bien. Donc voilà, quoi, on a des bonnes relations. Super. Définis-nous ce que ça t'apporte, à part évidemment l'argent. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire ton métier au niveau personnel? Bah déjà, la relation avec les autres, je suis déjà beaucoup plus à l'aise qu'avant, avant de commencer. Je suis beaucoup plus à l'aise. Ça m'apporte aussi de la rigueur, parce que j'en avais pas beaucoup. Je suis obligé d'être rigoureux et ça m'apporte aussi des cadeaux. Ah ouais, d'accord. Bon, Enfin, quand je bah dis des écoute, cadeaux, c'est voilà, hop, une boîte de vis pour la maison et voilà.
Ouais, c'est bien, franchement, c'est cool. Bah écoute, merci beaucoup Sébastien. On a fini, il y avait des questions auxquelles on a déjà répondu au cours du live, donc je vais pas les reposer. Mais merci beaucoup de t'être prêté à l'exercice du live métier My Future. Ça m'a fait très plaisir de te recevoir ici cet après-midi. J'ai appris plein de trucs. J'espère que tu as passé un bon moment aussi. Oui, j'ai pu, voilà, comme ça, j'ai pu échanger un peu. Et puis, si ça a pu aider certaines personnes, tant mieux. Ben, je suis sûre que oui. Je suis sûre que les personnes qui nous regardent en live ou qui verront ce live en replay vont apprendre plein de trucs et qui vont être en plus galvanisées par ta bonne personnalité, ta manière de dire les choses, ton honnêteté, ta sympathie. Donc franchement, je me fais aucun souci. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis en live. Merci pour les personnes qui sont intervenues dans le chat. Merci à nos modérateurs. Merci à la régie. Enfin bref, merci à tout le monde. Je vous souhaite à tous une très très bonne continuation. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.